Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Plusieurs suicides en quelques mois, un manque de personnel criant, des conditions de vie catastrophiques. Début janvier, plusieurs associations et des proches de détenus dénonçaient les conditions de détention à la prison de Saint-Gilles. Des conditions qui se sont détériorées depuis qu'une partie du personnel a été transférée à la nouvelle méga-prison de Haren. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous avons souhaité faire le point ce soir sur les conditions de vie dans l'une des prisons les plus anciennes du pays. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour relater le vécu des détenus, mais également les mesures mises en place pour améliorer la situation à Saint-Gilles, ainsi que l'avenir de cette prison, j'ai le plaisir d'accueillir en studio tout d'abord Graziella Fourez. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles. Peut-être un mot juste sur le rôle de la commission de surveillance. C'est quoi une commission de surveillance ? Écoutez, les commissions de surveillance ont pour mission d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons pour lesquelles elles sont compétentes. Concrètement, dans les faits, on va en fait visiter régulièrement les prisons, s'entretenir avec les détenus qui peuvent nous écrire des rapports écrits, vérifier les conditions des cellules. On essaie aussi chaque mois de s'entretenir avec la direction pour un peu relayer en fait les demandes des détenus et essayer d'améliorer les conditions de détention des prévenus. On a aussi une mission d'information et pour ça, on rédige des rapports mensuels mais aussi un rapport annuel. On communique aussi des informations, des avis, des recommandations au Conseil central de surveillance pénitentiaire qui a pour rôle de chapeauter en fait, et de soutenir l'ensemble des commissions de surveillance, sachant qu'au total, il y a 33 commissions de surveillance pour les 36 établissements pénitentiaires de Belgique. De Belgique, d'accord. Alors, vous nous parlerez dans un instant justement de ces conditions de détention et à quoi finalement ressemble la vie aujourd'hui à Saint-Gilles. Mais on accueille aussi dans cette émission Jean-Pierre Luxen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller moral à la prison de Saint-Gilles. Vous êtes donc conseiller bénévole pour la FAMD, la Fondation pour l'assistance morale aux détenus. Vous rencontrez donc les détenus toutes les semaines depuis plusieurs mois et vous pourrez nous expliquer comment ils vivent les choses vraiment de l'intérieur. Oui. Et enfin, Jean Spinette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bourgmestre de Saint-Gilles, membre du Parti socialiste. Et donc, en votre qualité de bourgmestre, vous êtes tenu d'assurer la sécurité et la salubrité sur le territoire de votre commune, y compris donc au sein de la prison. Oui, j'ai découvert cette particularité en prenant mes fonctions il y a peu et qu'effectivement j'étais chargé surtout de m'assurer du respect des normes pour des établissements comme les prisons mais aussi les maisons de repos et de m'assurer du respect de ces normes sans nécessairement avoir toujours les outils de ce contrôle. Et mon prédécesseur avait déjà eu l'occasion par rapport à la prison de Saint-Gilles de mettre un arrêté de limitation de fréquentation de l'établissement qui grosso modo essaye d'être rencontré, mais même cet arrêté de limitation de la fréquentation est nettement au-dessus des normes d'encadrement et d'hôtellerie limitée qu'il convient d'avoir pour ce genre d'établissement. Je pense qu'on est à près du double de la capacité physique normalement prévue pour le bâtiment. Et donc c'est une réalité connue depuis de longues dates. Dans mes fonctions précédentes comme président de CPS, j'avais été confronté à des aides sociales qui devaient être octroyées aux gens à la sortie, pendant et après, et de voir comment la réalité a bougé. Donc c'est vrai qu'une des premières tâches que j'ai eues, mais j'ai été appelé par la commission de surveillance qui tout de suite m'a interpellé avec un certain nombre de collectifs associatifs de l'aide aux personnes qui essayent de rentrer dans la prison sur la situation à peu près fin décembre. Juste avant les fêtes. Et donc, c'est vrai, quand vous évoquez la problématique de janvier, elle est malheureusement plus ancienne que cela. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les autorités de la prison qui m'ont fait part de leurs difficultés. Et je m'étais interpellé par les syndicats parce que les gens chargés de l'encadrement des prisonniers se sentent aussi en grande difficulté, expriment une grande souffrance au travail et s'estiment dans l'impossibilité d'assurer leurs conditions de sécurité, mais aussi les conditions de bien-être des personnes détenues. Alors, pour mieux comprendre et peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas plongés dans la prison et qui n'ont certainement jamais visité, Graziella Fourez, aujourd'hui, la prison de Saint-Gilles, finalement, elle ressemble à quoi de l'intérieur ? Combien de détenus y sont ? Quelles sont les conditions de vie, de détention aujourd'hui ? Bien, écoutez, comme le disait monsieur le bourgmestre, il y a un grand problème de surpopulation carcérale.
Initialement, quand la prison avait été créée, c'était en 1884, elle avait été conçue pour 502 détenus. Oui, ça veut dire que donc elle va fêter, je ne sais pas si c'est le bon mot, célébrer ses 140 ans l'année prochaine. Hein, donc juste pour avoir une idée de la vétusté des bâtiments. Et qui malheureusement n'a pas vraiment fait l'objet de rénovation depuis sa création, ce qui se ressent évidemment dans l'état de tous les bâtiments, des cellules, et aussi vu le fait que en tout cas en 2002, la population était supérieure à 900 détenus pendant la plupart des mois, alors que normalement ils sont censés être 500. Il y a clairement un problème d'espace, mais aussi de salubrité, et également en termes de services et d'entretien de chacune des cellules qui pose très fort problème. Toutes des cellules qui étaient prévues à la base pour être des cellules simples, qui sont aujourd'hui pour toute une partie transformées en des cellules doubles avec des lits superposés. Ça implique aussi que des cellules qui devraient normalement être condamnées pour insalubrité sont utilisées pour placer des détenus. Mais on parle ici de cellules qui sont sans carreaux, alors qu'il fait froid en hiver, des cellules où il n'y a pas de plomberie qui fonctionne, qui ont été brûlées, notamment dans le cas du suicide de 2002 où un détenu s'est immolé dans sa cellule. Donc il y a vraiment un problème structurel, on va dire. À cela s'ajoute un manque de personnel qui est assez conséquent et qui, un peu comme un effet de boule de neige, provoque des grèves répétées. 2022, c'était vraiment l'année des grèves. Comme le disait mon collègue, novembre-décembre, c'était quasi tous les jours, c'était des grèves. Et un sous-effectif qui, même pas par manque de volonté, mais par manque de moyens, ne permet pas de garantir des services minimums aux détenus, tels que les douches, le fitness, la bibliothèque. Ce sont tous des services qui non seulement avaient déjà été annulés pendant la période Covid pour des raisons sanitaires, mais qui ont très vite, après leur reprise en mars 2022, ont été à nouveau annulés pour cause de manque de personnel. Oui, c'est ça. Alors douche par exemple, c'est quoi ? C'est 2 fois par semaine ? Ça, c'est la base si tout va bien. Ce qui est prévu normalement. Maintenant, les derniers mois de 2022, il n'était pas rare que les détenus passent 10 voire 15 jours sans douche parce qu'il n'y avait pas assez de gardiens pour pouvoir les amener aux douches, ou bien parce que c'était grève, pas assez de gardiens, problème de chauffage, il y a énormément de problèmes de chauffage, ou bien alors c'est des douches froides, en hiver c'est pas vraiment très agréable. Les personnes qui sont en cellule de punition n'avaient pas accès à de l'eau chaude parce qu'il n'y avait pas assez de bassines, donc des bassines c'est la chose la plus basique qu'on puisse donner à un détenu. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Mais apparemment, c'est une des mesures qui, le mois qui arrive, normalement, devrait On va en parler, justement, des mesures mises en place. Mais j'ai envie de me tourner vers vous, Jean-Pierre Luxen, parce que vous rencontrez des détenus, plusieurs détenus par semaine, en tant que conseiller moral. Alors, vos discussions, elles portent sur quoi ? Est-ce qu'elles portent notamment sur la manière dont ils vivent dans la prison ? Alors donc, je rencontre 7 à 8 personnes toutes les semaines. Je vais rencontrer toujours les mêmes détenus avec un turnover de 30%. Et tout ce qui vient de se dire autour de la table est vécu au quotidien et donc exprimé. Avec une certaine résilience pour certains, voire une certaine résignation. Mais très clairement, pour moi, je pense que Saint-Gilles, je n'ai pas fait d'autres prisons, certainement un des endroits les plus déshumanisés et le plus déshumanisant qui soit au niveau carcéral. Et ceux qui ont fait d'autres, il y a des récidivistes qui ont été amenés à aller dans d'autres prisons du pays, ou même des prisons françaises, et reconnaissent que Saint-Gilles, les conditions de Saint-Gilles globales, non seulement les bâtiments, mais comme vous l'avez dit, l'accès à leurs droits, parce que avoir une bibliothèque, c'est un droit, avoir des soins réguliers, c'est un droit, et quand il y a grève, ils n'ont pas accès à leurs droits. Donc les détenus sont amputés du peu de liberté qu'ils auraient. Voilà. Alors on en parle, mais on ne parle pas que de ça, heureusement. Je pense que l'écoute, le conseil moral est là pour une écoute, et c'est pas moi qui fixe les règles du jeu, c'est la personne qui a envie de parler de ce qu'elle a envie de parler. On parle de tout, on peut parler de l'actualité, ceux qui n'ont pas la TV ou ceux qui ont la TV. On parle de revues. J'ai obtenu l'autorisation de la direction de pouvoir apporter des revues de voyage, de motos. Bon, je n'en ai jamais acheté dans ma vie, mais maintenant j'en achète chez Pêle-Mêle, de voitures. Et donc voilà, ça peut aborder tous les sujets. Et évidemment, il y a
incontestablement un rejet de cette condition non pas l'enfermement en soi, mais de cette condition extrême de privation de liberté auquel ils savent qu'ils pourraient accéder. Et un des détenus, dès son arrivée, avait lu l'entièreté du règlement et a dit 37 pages. Il a dit, mais écoutez, ces 37 pages, il y a la moitié qui ne sont pas valables puisqu'on n'a pas, comme vous l'avez dit, madame, accès à la bibliothèque, accès aux salles de sport, etc. Mais du coup, je me tourne vers vous, Jean Spinette. Par exemple, un accès à la bibliothèque. Est-ce que, en tant que bourgmestre, c'est quelque chose que vous pouvez, vous, remettre en place? Parce qu'évidemment, dans la prison, ça reste quand même une institution privée. Enfin, ça dépend de la justice. C'est un vrai pouvoir public qui est sous-doté aujourd'hui. Donc moi, j'ai rencontré à peu près tout le monde, jusqu'au ministre de la Justice avec lequel j'ai eu des échanges, et le ministre en charge de la régie des bâtiments. Et la nouvelle direction qui est là était très collaborative, on ne m'a rien caché. J'ai pu accompagner les délégués syndicaux. J'ai même mangé avec l'un d'entre eux à la cantine avec des prisonniers qui étaient en régime un peu plus libre pour travailler à la cuisine. Ils mangeaient même avec des collaborateurs de la prison, donc une ambiance finalement moins dramatique que celle à laquelle je m'attendais. Par contre, j'ai pu découvrir les conditions d'existence du personnel qui est plutôt assez impliqué, je trouve, je dois le reconnaître. Moi, je m'attendais à une version encore plus dramatique, et c'est vrai que j'ai rencontré des gens assez engagés qui se battent aujourd'hui au quotidien avec l'administration pénitentiaire pour recruter à tout crin ce qu'ils appellent sur le CELOR des assistants de détention. Et effectivement, ils ont beaucoup de mal à recruter avec les questions de statut, de rémunération et de conditions de travail, et où effectivement, venir travailler à Saint-Gilles pour un contrat de 2 ans, puisque la fin de la prison de Saint-Gilles est annoncée pour fin 2024, c'est de trouver la possibilité d'être recruté en vitesse. Et donc c'est vrai que c'est des statuts à court terme pour pouvoir être engagé. Il est prévu, d'après l'administration pénitentiaire, qu'on pourrait être là. Et les budgets existent. Donc en fait, ils essaient de recruter à tout crin. Ils font des campagnes de recrutement. On a essayé de leur en proposer. Je suis tombé sur des emplois jeunes qui étaient à l'écrou. Donc autant vous dire que le ministre de la Justice et le ministère de la Justice font tout ce qui est possible pour doter les équipes en personnel, mais ils ont beaucoup de mal à le faire. Oui, et mais donc, le problème, c'est qu'on a aussi ouvert à Rennes avant d'avoir recruté ce personnel. Et donc, il y a une partie du personnel de Saint-Gilles qui est partie à Rennes. Et certains sont revenus parce qu'ils trouvent que la prison de Saint-Gilles, en termes de gestion et de par son format, est plus facile, j'ai l'impression, et en tout cas l'ambiance qu'ils ont. Le problème, c'est que ça a extourné du personnel spécialisé. Et donc, moi, un des phénomènes que j'ai découvert, c'est qu'on demande à la police de la zone Midi d'intervenir dans la prison. Ce que les policiers, par tout moyen nécessaire, refusent de faire ou essaient d'éviter parce qu'ils ne sont pas armés pour gérer du personnel, du public qui est parfois très difficile. Donc dans les prisons, il y a aussi des gens qu'on maintient en détention pour protéger la population qui ne sont pas très faciles à gérer. Donc c'est vrai que si on demande à la police d'agir parce qu'il n'y a pas le personnel spécialisé au sein de la prison, ça peut être particulièrement problématique, et il y a eu un incident qui a été dénoncé par la zone de police. Donc c'est vrai qu'on a ce problème de nombre de personnel, du personnel qui a été détaché, qui avait la possibilité, après 2 ans de Covid, aussi de demander sa mutation, donc ça a ajouté encore plus au phénomène, et que pour ouvrir à Rennes, ce sont des grandes ailes complètes qui doivent être ouvertes. Et donc il faut une proportion de personnel importante pour pouvoir ouvrir de l'autre côté et soulager à Saint-Gilles, où le mécanisme est très différent. Alors c'est vrai que j'ai même songé à des arrêtés de fermeture sélectifs, c'est-à-dire des chambres qui ne répondent pas du tout aux conditions, les cellules ne correspondent pas du tout aux conditions. On parlait de la cellule incendiée, mais on dit si vous faites ça, le problème c'est qu'on va devoir en mettre 4 dans la pièce d'à côté. Donc, parce qu'il n'y a pas de place pour le transfert et que les autres prisons du pays sont dans la même situation de suroccupation. Donc ça ne résout pas le problème. On m'a conseillé de ne surtout pas le faire. Par contre, ils réfléchissaient honnêtement. J'avoue que j'ai eu de vraies participations. On a des réunions régulières avec le cabinet du ministre de la Justice pour que des rencontres soient faites avec le secteur associatif. Il y en a eu une première rencontre. Ils ont eu l'occasion de faire part de leur insatisfaction et de la difficulté de rencontrer leur public. J'ai vu l'aile des soins, où à la limite je me disais qu'on pouvait vider assez vite. Mais en fait, c'est peut-être l'endroit où j'ai vu le meilleur encadrement par rapport au reste de la prison. Le problème, c'est les soins dans les autres ailes du bâtiment, où là, effectivement, c'est difficile. Vous parliez de bibliothèque, et je vais répondre à votre question, ce que je ne fais pas toujours, c'est que le gouvernement flamand finance une bibliothèque au sein de l'institution, avec plein d'ouvrages en français qui existent dans l'institution. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir une bibliothèque ou pas, il y en a une, sauf que pour y accéder, il faut soit des prisonniers en régime de liberté atténuée, j'ai envie de dire, d'emprisonnement atténué,
rétribués, soit du personnel pour le faire. Mais comme il y a eu des grèves, des malades, des départs et un sous-effectif et des difficultés de recrutement, il y a beau y avoir tous ces services, c'est ça. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'en fait, nos institutions publiques, à défaut de financement et d'entretien, mais les conditions d'existence des collaborateurs comme des prisonniers sont juste hallucinantes. Il y a des ailes où les murs s'effondrent, où il pleut, les fenêtres sont cassées. Ah, j'ai demandé pourquoi vous ne les remplacez pas. Mais c'est ça, on parlait tout à l'heure de textiles et de carton mis devant les fenêtres. Oui, mais en fait, les carreaux sont cassés régulièrement pour se passer des choses de cellule en cellule, et donc ils cassent les carreaux pour utiliser avec des morceaux de drap de tissu des échanges pour des substances leur permettant peut-être de passer un séjour un peu moins désagréable, ou des téléphones, ou du matériel de chambre en chambre. Mais alors, ce qui est hallucinant, c'est qu'en bas, donc les gardiens sont désespérés, puisqu'en fait, les carreaux sont pétés, donc le chauffage tourne à 24 degrés pour compenser l'absence de carreaux, pour qu'ils aient moins froid, mais les carreaux sont pétés régulièrement, donc ils ne les remplacent plus. Et donc les prisonniers se plaignent que les carreaux sont pétés, mais leurs prédécesseurs les ont pétés ou eux-mêmes. Et donc on est dans un espèce de mythe de Sisyphe, et où effectivement nous ne nous honorons pas de la façon dont nous traitons nos prisonniers à Saint-Gilles, mais en Belgique en particulier. Gradier-Lafourré, on a parlé quand même de plusieurs éléments de cette déshumanisation des détenus, et du coup certains en viennent à des gestes forts et radicaux, puisque il y a eu plusieurs suicides à la prison de Saint-Gilles. Est-ce qu'en matière de santé mentale, la commission de surveillance a fait des demandes pour qu'il y ait un vrai travail fait autour de la santé mentale dans la prison ? Oui, bien évidemment, la commission de surveillance fait régulièrement des appels à justement un manque de personnel complètement flagrant, surtout sachant que la population carcérale est beaucoup plus propice à des problèmes de santé mentale au-delà de la santé physique, et qui est globalement plus faible que celui de la population, on va dire, de le reste de la population belge. En termes de santé mentale, c'est presque 2 détenus sur 3 qui ont des problèmes de santé mentale. Donc c'est quand même une vulnérabilité qui est exacerbée dans le cadre carcéral, là où il y a par exemple, en dehors de l'annexe psychiatrique, il y a un seul psychiatre pour toute la prison. Donc le nombre de demandes de détenus qui sont faites pour pouvoir avoir une assistance psychologique et auxquelles il n'est pas répondu est énorme. D'autant plus que la prison recourt aussi à des services externes, qui sont avec vraiment des personnes super, mais qui malheureusement, très souvent, notamment dans les périodes de grève, ne peuvent plus accéder aux détenus. Ou bien, soit doivent faire des heures d'attente interminables, ou bien ne peuvent pas venir. Ça rend leur travail extrêmement compliqué, en fait. Oui, Jean-Pierre Luxen, vous qui rencontrez régulièrement des détenus, vous ressentez cette forme de détresse, cette santé mentale fragile de certains ? Alors oui, c'est une évidence, c'est palpable très, très rapidement dès les premières écoutes. Mais je dirais il y a plusieurs types de détenus, mais il y a 2 types de détenus fondamentalement par rapport aux relations qu'ils ont avec l'extérieur. Si un détenu a une famille ou des amis, quand on est en prison, on n'en a plus beaucoup, qui viennent régulièrement, qui peuvent apporter du linge, qui peuvent maintenir un contact, qui peuvent verser de l'argent pour avoir une carte téléphonique et faire quelques achats à la prison, je dirais les conditions sont un tout petit peu meilleures. Mais le détenu, et c'est une grande proportion à Saint-Gilles, mais ailleurs aussi, qui n'a plus personne et qui ne peut se baser que sur les services extérieurs, heureusement qu'ils existent pour leurs problèmes psychologiques, les conseillers moraux, certains cultes pour l'écoute également, ceux qui sont seuls, c'est épouvantable. Et vraiment, il faudrait effectivement une plus grande présence de psychologues encore pour notamment les personnes qui n'ont aucun contact avec l'extérieur. Et vous me disiez qu'un tiers des détenus plus ou moins n'ont pas de contact, n'ont pas de contact avec l'extérieur. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais dans les personnes que j'ai rencontrées, et à peu près, et encore une fois, ce sont des personnes qui ont demandé de pouvoir rencontrer un conseiller moral. Moi, je constate qu'il y a plus d'un tiers des personnes qui n'ont vraiment aucun contact avec l'extérieur, ni dans la prison, ni quand ils sortiront.
quand ils sortiront. Il y a un phénomène qui est assez impressionnant, c'est que pour avoir été interpellé donc, par le comité de surveillance, mais aussi par les opérateurs de la FIDEX et de la FEDITO, qui sont les deux fédérations qui s'occupent soit de la gestion des certitudes, soit des questions plutôt liées à la santé mentale en matière de prison. Il y a des collaborateurs juste super qui effectivement n'ont plus pu rentrer. Ils sont demandeurs. Je croise les doigts que la première rencontre que j'ai essayé de réorganiser entre eux et les autorités pénitentiaires aplanisse un certain nombre de malentendus pour repermettre l'ouverture. J'ai découvert à mon grand dame qu'en fait le dispositif bruxellois qui est compliqué, mais il y a des dispositifs de la COCOM, de la COCOF, de la communauté française, qui sont tous les trois actifs sur le territoire, et de la communauté flamande aussi. Et malheureusement, en fait, parfois dans les accords avec le fédéral, ils ne font appel qu'à l'un ou à l'autre, certains rentrent, d'autres pas, et effectivement, dans les protocoles de sécurité, pour un certain nombre de résidents, je vais les appeler comme ça, de détenus, les autorités pénitentiaires ne leur permettent pas de rencontrer ces intervenants tout seuls. Et donc, il faut les déplacer, donc ça veut dire des mouvements dans la prison, et donc dès qu'on a pas assez de personnel, on ne sait pas assurer ces mouvements. Et c'est purement mathématique. J'ai demandé à voir les tableaux Excel. Vous ne pouvez pas assurer ces mouvements. Je me demandais s'ils le faisaient exprès, s'il y avait une mauvaise volonté, s'il y avait une grève. Non. Ils n'ont pas le personnel pour respecter les protocoles de sécurité et amener les gens. Quand vous voyez que les avocats, il y a un long couloir quand vous rentrez, je suppose que c'est là que M. Luxen reçoit aussi ou peut échanger avec les détenus. Vous avez un long couloir sans aucune intimité où les gens passent pour rentrer vers le plan en étoile qui est magnifique vue du ciel, mais à l'intérieur c'est moins rigolo, et vous avez 10 tables qui servent pour les rencontres. Ça ne va évidemment absolument pas. Vous n'avez aucune condition de confidentialité. Je ne sais pas comment les avocats peuvent travailler et échanger avec leurs clients. Je ne sais pas comment les soignants peuvent intervenir et échanger des choses essentielles. Et ça, c'est pour les ailes principales. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin... En fait, je pense que le ministère de la Justice a besoin d'aide. Je ne comprends pas plutôt que de leur faire un procès. Moi, j'avais plutôt envie de mettre un gros panneau SOS, soutenez service public, recherche, soutien et renfort et amour. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ferme les murs de la prison, on se dit que le problème est réglé, on met la tête dans le sable et le problème est réglé. Malheureusement, c'est à 100 mètres de mon hôtel de ville, donc j'ai pas cette possibilité, et heureusement d'ailleurs, mais je vous avoue que les gens qui rentrent dans la prison, je ne comprends pas qu'on les entende pas plus. Oui, mais alors du coup, oui, dites-moi. Non, par rapport à ce que vous disiez, M. Spinette, moi j'ai la chance d'aller jusque dans la cellule. Quand les personnes sont seules, la discussion se fait dans la cellule. Et de voir également, dans les cellulaires et dans les différentes ailes, d'avoir l'occasion aussi de rencontrer les surveillants et surveillantes qui font un travail extrêmement difficile, dans des conditions de sous-capacité et pour lesquels, je dirais, les moyens qui sont mis à leur disposition leur permettent juste d'assurer le minimum, et ils le font avec toute la volonté possible et leur capacité. Mais je dirais que globalement, si on veut qu'une prison fonctionne mieux, c'est effectivement de donner des ressources humaines comme dans toutes les structures, et surtout de soutenir. Et je pense que tout le monde essaye que cette grosse machine fonctionne, mais globalement, le désinvestissement se marque vraiment au quotidien. Graziella Fourez, le désinvestissement, est-ce qu'il est dû aussi au fait que, au départ, cette prison de Saint-Gilles, elle était censée fermer à l'ouverture de la prison de Haren, et puis entre-temps, le ministre de la Justice a décidé de la laisser ouverte. Alors, on parle aujourd'hui jusqu'en 2024. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'avenir de cette prison? Est-ce que vous, au sein de la commission de surveillance, vous avez un peu plus d'éléments sur est-ce qu'on va la vider progressivement ou pas, ou est-ce qu'on envisage de la rénover? Où en est-on? Bien écoutez, les projets pour Saint-Gilles et le transfert à Haren ont régulièrement changé, donc on n'est pas encore sûr de ce qui va se passer. Là, aux dernières nouvelles, il y a une aile de Saint-Gilles qui devrait être fermée en mai 2024 et qui devrait commencer à être rénovée pour pouvoir accueillir par la suite d'autres détenus qui seraient en fait les détenus sans papier. Donc c'est un centre fermé. Ça reviendrait en effet à un centre fermé. Une des pistes, en tout cas envisagées aujourd'hui, ce serait de fermer une aile pour les détenus, de la rénover et de transformer ça en centre fermé.
Oui, en effet, deux ailes qui sont actuellement les plus catastrophiques, qui seraient réaffectées à un centre fermé. Maintenant, il n'y a aucun projet concret, ni officiel, ni fixé, donc on reste vraiment dans l'incertitude. L'impact de ce transfert vers Aron a évidemment eu des conséquences aggravantes pour le manque de personnel, sachant qu'ils ont commencé à transférer le personnel de Saint-Gilles vers Aron sans le remplacer, d'où le fait que la situation n'a fait que s'empirer. Et monsieur le bourgmestre parlait des visites d'avocats ou du manque d'accès des personnels qui offrent un service psychologique, mais c'est même pas un manque d'accès aux tables, ce sera encore un outil d'aide pour les détenus, mais ils ne pouvaient carrément pas rentrer en prison. Et on arrive aussi à des cas où les prestations médicales se font au guichet, donc c'est-à-dire au travers d'une porte. Donc le médecin doit examiner le détenu et le soigner au travers d'une porte. Donc c'est des conditions où clairement les possibilités d'offrir des soins appropriés ne sont pas du tout respectées. Il y a évidemment une annexe psychiatrique, ça reste très flou aussi sur oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des informations en commission là-dessus le 15 mars dernier, et ce qui a été dit, c'est que le déménagement de l'annexe psychiatrique de Saint-Gilles donc vers Aron n'avait pas encore été planifié, donc ça reste aussi assez flou. Oui, ça reste très flou, et malheureusement, déjà, l'annexe à Saint-Gilles ne permet pas de répondre aux besoins des détenus internés, non seulement parce qu'elle n'est pas assez grande et on retrouve des détenus qui devraient être internés, qui se retrouvent dans d'autres ailes qui ne sont pas du tout appropriées. C'est notamment le cas d'un détenu qui s'est suicidé l'année passée, qui aurait dû être dans un centre spécialisé mais qui ne l'a pas été. Sachant aussi que ces prévenus n'ont rien à faire en prison, et la Belgique est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont des personnes qui devraient aller dans des centres psychiatriques spécialisés. Alors je pense qu'il y a le projet de construire 3 centres qui devraient être mis en activité en 2027. Mais d'ici là, on se retrouve avec tous des détenus qui sont internés dans une annexe qui est dans un état de salubrité déplorable et qui n'ont pas du tout accès aux soins psychiatriques appropriés. Je voyais que M. Luxen avait peut-être envie de réagir là-dessus, puis après je vous ferai réagir, M. Spinette. Une annexe psychiatrique en milieu carcéral, c'est une remise en question de l'état de droit. Oui, et j'imagine que vous, en tant que médecin, parce que vous êtes médecin de formation... Oui, on a peu de demandes, et j'avoue que je suis assez content qu'il y ait peu de demandes, parce que ça relève vraiment de la psychiatrie, et ça ne relève pas d'une simple, entre guillemets, écoute d'un conseiller moral. C'est vraiment un problème psychiatrique. Donc, il doit se retrouver en structure psychiatrique et pas en prison. Ouais. Mais c'est une réalité qui est rencontrée dehors comme dedans. Soyons clairs, on parlait tantôt de santé mentale, c'est normal qu'il n'y en ait pas assez en prison parce qu'il n'y en a pas assez en ambulatoire dehors. Et donc en fait, pour avoir des places en santé mentale aujourd'hui, c'est déjà quasi impossible. On parle de problèmes psychiatriques et M. Luxen évoque des questions de droits de l'homme tout de suite qui ne sont pas respectées. Soyons clairs, il n'y a pas assez de places en santé mentale à Bruxelles. C'est très simple. D'annexe psychiatrique, en fait, on voit une dégradation des populations qui rentrent et on est dans des problèmes de double, voire de triple diagnostic pour les gens qui sont dedans. J'invente un nouveau concept ici, mais on a des gens qui sont polyconsommateurs, qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont en mélange avec du Korsakoff et qui sont en prison pour des raisons, en général, de protection de la population, et ils sont détenus dans des conditions qui ne sont dans une aile, mais qui n'est pas prévue pour ça. C'était une ancienne aile de bureau qui a été transformée en zone d'internement et qui résonne comme si vous étiez dans une salle de classe des bâtiments construits dans les années 70 pour la communauté française. Et donc c'est juste horrible. Et notre problème, c'est qu'on n'a pas de solutions alternatives qui nous sont proposées. Alors, j'en apprends une bien bonne, c'est que là où moi on m'expliquait qu'on allait progressivement vider une aile pour pouvoir rénover progressivement les ailes et ainsi améliorer les conditions d'existence pour le phasing out de la prison de Saint-Gilles, j'apprends qu'on est déjà en train d'envisager un centre fermé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose... C'est la dernière bien bonne à la nouvelle, mais je suis un garçon têtu. Et donc c'est vrai que faire un arrêté... Quel est votre ce serait point de plus vue facile pour moi de faire un arrêté de fermeture, qu'ils aillent au Conseil d'État, qu'ils me disent non. J'aurais fait un beau show politique en disant que j'ai fait un arrêté de fermeture. Le ministre de la Justice va aller au tribunal, et ça va prendre des années, et il ne sera pas condamné, moi non plus, et j'aurai l'impression d'avoir fait mon boulot. Donc j'ai décidé avec les équipes de rester et d'être collaboratif, d'être constructif, d'interpeller toutes les parties prenantes et de ne pas lâcher jusqu'à ce que les conditions s'améliorent avec des gens qui me paraissent être vraiment volontaires. Mais du coup, sur l'avenir, peut-être juste parce qu'on arrive à la fin de l'émission, j'apprends sur qu'il y a des l'avenir... nouveautés, là, c'est magnifique.
Ok. Ouais. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on a déjà un centre fermé. Hein. Donc soyez sûr qu'on a un certain nombre de détenus qui devraient être mis en centre fermé, mais qui sont toujours détenus en prison parce qu'on n'a pas de place en centre fermé. Donc malheureusement, on n'est pas en train d'apprendre un scoop, on est devant une réalité qui est déjà vécue aujourd'hui derrière les murs de la prison. C'est déjà le cas aujourd'hui. Alors peut-être deux choses pour que vous allez conclure. La première, éviter de désinvestir trop vite. Essayer de donner du temps au temps, comme dirait quelqu'un, et certainement ne pas désinvestir au niveau des ressources humaines. Et je dirais même renforcer les ressources humaines. Bon, il y a les bâtiments, il y a l'infrastructure, mais si on peut renforcer les ressources humaines, soutenir les surveillants, ça permettra certainement de diminuer la tension dans cette prison, ça évitera les grèves qui sont catastrophiques, etc. Voilà. Et tensions aussi entre les détenus, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a des tensions qui sont fortes, parce que si on donne une douche à l'un et qu'on ne peut pas la donner à l'autre, évidemment, il y a déjà des jalousies qui peuvent se comprendre. Il y a parfois des tensions entre co-détenus qui sont dans une cellule minuscule parce que c'était une cellule prévue pour une personne à la base. Ouais, donc on voit qu'il y a un vrai travail à faire et que la Aaron a quand même eu un impact là-dessus, puisque en matière de personnel, c'est tout à fait clair. Merci vraiment à tous les trois. Donc je le rappelle, Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles, Gradiela Fourez, vous êtes donc membre de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles, et Jean-Pierre Luxen, conseiller moral à la prison de Saint-Gilles pour la FAMD, donc Fondation pour l'assistance morale aux détenus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.